Cette crise du Covid-19 ne ressemble à aucune récession précédente, avec son impact simultané sur l'offre et sur la demande, ses effets en chaîne d'un secteur à l'autre, ses effets systémiques entre les pays. Il est néanmoins très instructif de se pencher sur les crises économiques et financières du passé pour tenter d'en tirer quelques enseignements. C'est ce qu'a fait l'Institut Rexecode avec une analyse de l'impact des récessions sur les croissances potentielles. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Denis Ferrand, vous êtes directeur général de l'Institut Rexecode et vous venez de publier une note sur le thème « Les récessions affaiblissent les croissances potentielles ». Alors pour nos lecteurs non économistes, enfin pour nos auditeurs plus exactement non économistes, la croissance potentielle c'est quoi ? En quelques mots, vulgarisés. En quelques mots, oui. En fait, vous avez la Chine qui progresse de 7%, la France progresse de 1%. Pourquoi ? Bien parce que les pays sont inégaux dans leur capacité à croître. Ils sont inégaux parce qu'ils sont à des stades de développement différents, et puis surtout parce que la croissance, en fait, elle dépend de deux types d'éléments. Elle dépend de quantité, de nombre de personnes qui peuvent venir travailler, et ça va être le volume d'heures travaillées. Elle dépend aussi du capital dont disposent les travailleurs. Et donc, vous avez ces rapports de quantité qui vous forment une capacité à produire. Et puis, à côté de ça, bien, vous avez un facteur, on va dire, de qualité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancée, des développements, de la croissance, eh bien, vous avez une amélioration, vous avez des gains dans l'efficacité de la combinaison de ces deux facteurs de production, le travail et le capital. C'est la productivité globale des facteurs. D'une façon simpliste, c'est la croissance normale attendue d'un pays. Disons que c'est la croissance en tendance que l'on peut attendre d'un pays, compte tenu des forces qu'il est en capacité de mobiliser pour produire. Alors, ce qui est intéressant dans votre article, c'est que vous avez analysé l'impact des crises sur la croissance potentielle après 28 récessions. Quelles conclusions vous en tirez ? Alors effectivement, on est allé chercher les cas de 8 pays, des pays développés, et puis on regardait sur les 40 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé après une récession. Donc il y a deux choses que l'on observe. Tout d'abord, pendant les récessions, vous avez une perte permanente de niveau d'activité, parce qu'une récession, elle se traduit par le fait que vous avez des personnes qui sont durablement au chômage, qui perdent de la qualification et qui perdent une capacité à se réemployer rapidement. Mais après, il peut y avoir un rattrapage. Il peut y avoir un rattrapage, mais si vous voulez, c'est pendant la récession. Tout d'abord, vous avez vraiment la perte de niveau de votre potentiel. Parce que vous avez aussi des entreprises qui disparaissent. Et puis, peut-être quelque chose qui est spécifique à cette crise, c'est que vous avez aussi une perte dans votre capacité de produire. Quand vous avez des restaurants qui ne peuvent plus ouvrir l'intégralité de leurs salles, quand vous avez des chaînes de production qui doivent s'interrompre au moment des changements d'équipe, eh bien, vous perdez en efficacité dans votre capacité à produire, donc vous perdez en pic potentiel. Et ça, c'est pendant la crise. Ça, c'est pendant la crise. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce qui se passe tendanciellement après la crise. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a pris les 5 années qui suivent une récession, et on a comparé la croissance potentielle observée pendant ces 5 années à celle que l'on avait dans les 5 années qui précédaient la récession. Alors justement, quel est le mécanisme de perte de croissance potentielle ? Comment ça se passe pour qu'on perde cette croissance potentielle après la reprise, en quelque sorte ? En fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que vous avez une accumulation, c'est-à-dire l'investissement se grippe, et vous avez une progression du capital dont disposent les travailleurs pour produire. La progression du capital ralentit, et ce faisant, eh bien, vous avez moins de gains de productivité qui peuvent intervenir. Même quand on retourne au plein emploi. Mais oui, alors, il faut prendre du temps. On met du temps avant de revenir au plein emploi. En général, en moyenne, on a calculé qu'il fallait à peu près 6 années pour retrouver la situation de plein emploi des capacités de production. C'est l'empreinte de la récession est profonde à la fois par le niveau du PIB potentiel, par l'écart que vous avez au PIB potentiel, et puis par le rythme auquel ce PIB potentiel Même va au croître. bout des 6 années, on ne retrouve pas la croissance potentielle. Pas forcément. Il y a quelques fois où on la retrouve, il y a quelques cas pendant lesquels vous n'avez pas eu de fléchissement de la croissance potentielle. C'était dans les économies qui étaient assez dynamiques et surtout qui se réinventaient assez facilement, qui étaient les États-Unis, le Royaume-Uni. Dans les années 70-80, vous avez eu, après le passage des récessions, une croissance potentielle qui était supérieure à ce qu'elle était auparavant. C'est moins le cas pour les États-Unis et pour le Royaume-Uni lors des toutes dernières récessions qu'ils ont traversées. Alors, je voudrais qu'on prenne 2 exemples, 2 crises très très différentes. Une crise économique en 1993, une crise financière en 2009. Qu'a-t-on observé spécifiquement et quelles sont les différences ? Alors, celle de 93, c'était une crise, on va dire, de surinvestissement.
surinvestissement de la part des entreprises, et donc on a eu un très fort ralentissement du stock de capital qui est intervenu, donc du capital dont dispose l'économie pour produire, et donc vous avez eu derrière un ralentissement des gains de productivité qui s'est effectué. En revanche, la crise de 2009, elle n'a pas la même origine. Ce n'est pas une crise de surinvestissement dans les entreprises, mais elle a eu des conséquences identiques, parce que c'était une crise de nature financière, elle a eu des conséquences identiques, parce qu'avec cette crise financière, vous avez eu une contraction de la distribution du crédit, et donc une moindre possibilité de faire du capital. Ce n'était pas parce qu'il y avait un surinvestissement en 2008-2009, comme cela avait été le cas en 1993, mais c'est bien parce que le canal du crédit ne fonctionnait plus que le stock de capital a ralenti. Parce que s'il y a bien un trait commun à toutes les récessions, c'est que ce qui fait le ralentissement de la croissance potentielle, c'est le ralentissement dans le rythme d'accumulation du capital, dans le ralentissement de l'investissement fondamentalement. Alors peut-être autre différence entre 1993 et 2009, c'est que en 1993, on assistait à une montée des taux d'intérêt qui a un peu étranglé la marge opérationnelle des entreprises. En 2009, les taux d'intérêt étaient très bas. Alors ça m'amène à la question suivante. Est-ce que cette fois-ci, c'est différent ? Oui, a priori, ça devrait être différent parce qu'on n'est pas sur une crise économique. Enfin, le point d'entrée n'est pas une crise économique. C'est une crise sanitaire qui devient économique, qui peut devenir financière et qui peut devenir sociale, on va y revenir. Donc le point d'entrée est différent et ça compte. Deuxième élément, ce qui est intervenu après les récessions de 1993 comme après les récessions de 2009, ça a été un tournant des finances publiques quand même extrêmement draconien. En 1995, c'est l'augmentation de la TVA, rappelons-nous. En 2009, 2 ans après, c'est la crise des finances publiques de la zone euro qui a d'une certaine manière contraint à un durcissement de la règle budgétaire et c'est traduit par un changement des comportements. Des erreurs de politique économique. Enfin, pour la crise de 2008-2009, les États-Unis ont eu un comportement très différent. Tout à fait. La sortie de 2008-2009, qui se traduit par une deuxième crise, nous est spécifique à la zone euro. Pour l'instant, au sortir de cette crise, on ne voit pas de messages qui vont dans le sens d'une austérité budgétaire accrue. Mais en tout cas, ni d'une hausse des taux d'intérêt. Ni d'une hausse des taux d'intérêt. Donc c'est là le principal écueil qui avait fait capoter, si vous voulez, qui avait contribué à cet affaiblissement des croissances potentielles, qui ne sera peut-être pas forcément présent au sortir de celle-ci. Donc si vous voulez, quand on prend le cas de la France, et je pense que les ordres de grandeur sont importants à garder présents à l'esprit, après 1993, après 2009, on avait perdu 0,7 points de croissance potentielle après la récession par rapport à ce qu'elle était avant la récession. Avant le Covid, la croissance potentielle en France, c'était 1,1, 1,2 à peu près. Si on reproduit ce qui s'était passé après les précédentes récessions, la croissance potentielle dans les 5 prochaines années, ce serait non plus 1,1, mais ce serait 0,4. 0,3% de croissance de la population, ça vous fait 0,1% de croissance potentielle par habitant si on reproduit les exemples du passé. Mais ce n'est pas ce scénario du pire que l'on retient. Oui, si on reprend les expériences du passé, des perspectives très inquiétantes, Denis Ferrand, merci pour cet éclairage. Merci.